Allez, on continue. On est presque à la fin. Donc, globalement, vous connaissez maintenant les trois quarts de la stratégie. Vous connaissez les principes de contexte avec comment déterminer quand on est en range, comment déterminer quand on est en tendance. Donc avec le principe des breakouts, évidemment. Il faudra que je vous parle à la fin des structures chartistes, mais c'est pas obligatoire, mais ça va être intéressant. Je pense que je vais vous en parler, peut-être dans cette vidéo si j'y pense. Cette vidéo sera pas fourre-tout, mais il y a pas mal de choses différentes quand même. Vous savez ensuite qu'il faut trouver des prix, donc pour ces prix on utilise le principe des supports et des résistances, donc des prix forts qui ont la valeur, entre guillemets, qui bloquent généralement ou qui font office de résistance et de support, comme son nom l'indique. Le principe des Fibonacci, dont je vais revenir, vite fait. Le principe des overlaps, donc des pullbacks en tendance, c'est ce qu'on achète lorsqu'on est en tendance. Vous savez utiliser un RSI, je vous ai expliqué le TD9, et on va maintenant parler de la gestion du risque. Alors avant de parler de la gestion du risque, je vais vite revenir sur les Fibos, parce qu'on m'a fait part d'un truc, on m'a dit que j'avais très vite passé les Fibos, alors que c'était quelque chose de très important, ce qui est absolument vrai. Les Fibos sont très importants. Alors, il faut savoir que moi j'utilise plus les Fibos comme ça, là, les Fibos que je trace à la main, parce que ça m'énerve. J'utilise un algorithme. Alors, je vais enlever tout le superflu. Je vais garder que ce qui m'intéresse. Cet algorithme-là. Alors, vous pouvez oublier ces canaux-là. C'est pas la peine, ça sert juste à déterminer les contextes. Mais bon, surtout en phase de tendance, en fait. C'est pour ça que je les utilise. On s'en fout, ça c'est une moyenne mobile, donc rien de bien important. En gros, c'est la moyenne des 200 derniers jours. Ça permet d'avoir des contextes de très long terme. C'est pour ça que j'ai utilisé, donc c'est surtout utile pour les investissements. Mais là, on n'est pas dans des cours d'investissement, on est dans des cours de trading, donc on s'en fout. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est les Fibos. Alors donc ça, ces Fibos que vous voyez sont tracés automatiquement. En fait, l'algorithme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais prendre les valeurs les plus hautes depuis les 100 dernières bougies, et la valeur la plus basse depuis les 100 dernières bougies, et je vais tracer un Fibo. Donc, ça revient exactement pareil à faire ça et ça. Vous voyez, ils sont exactement calés. Ok, c'est juste qu'ils sont tracés automatiquement. Et je voulais vous montrer donc la puissance de ces Fibos, parce qu'on voit mieux avec ça, je trouve. Et donc regardez, donc là, il se passe rien. Là, il fait support celui-là, et ça devient résistance. Là, le Fibo, il fait résistance. Là, on s'en fout. Là, il fait office de support pendant quelques jours avant qu'il cède. Donc, je voulais vous montrer comment c'était vraiment puissant comme truc, ces Fibos-là. Je vais cacher ça. Regardez là. On casse, et on vient tout le temps essayer de réintégrer. Ça passe pas. Hop, hop, hop. Regardez là, on s'arrête. Donc ça, c'était durant la phase totalement débile du coronavirus, où ça a tout cassé. Enfin, débile. Abrupte, plutôt. Donc voilà, quand c'est des phases comme ça, épidermiques, les gens ils vendent, ils cherchent pas à comprendre. Fibo, pas Fibo, signaux, pas signaux non plus. Bref. Donc, peut-être je vais aller en plus petite unité de temps. Regardez, comme on me dit ici sur ce Fibo là. Vous voyez? Ici aussi. Comment on rebondit sur ce Fibo là. Donc voilà, je voulais vous montrer l'importance des Fibos, mais moi je les utilise pas pour voilà 38%, 68%. Voilà, j'utilise juste que le 68% c'est vraiment un support et une résistance très importante, c'est le plus fort de tous les Fibos, le 68. Mais sinon, voilà, surtout, en fait je m'en sers surtout dans les investissements quand je vais faire du buy and hold, c'est-à-dire acheter des actions par exemple que je vais garder très longtemps. Par exemple récemment j'ai acheté du ST Microelectronics. Et en fait, j'ai juste payé ce Fibo là. Donc on a une tendance haussière qui commence à se mettre. On a une phase de range ici très très courte, avec un vulgaire pullback. Mais j'ai voulu commencer à faire du buy and hold ici. Donc c'est pas vraiment la tendance en fait que je joue, parce que buy and hold tu joues pas une tendance, ou alors une tendance très long terme, mais c'est rare. Je compte ça garder ça quelques années, donc je veux pas de contexte, je veux juste des bons prix en fait. Voilà, donc c'est une stratégie vraiment différente du trading. Tout ça, enfin bref, voilà. Mais voilà, je me suis dit bon bah je vais me faire quelques actions, donc j'ai acheté ce Fibo là, et puis ça a bien payé. Vous voyez comment ça a bien réagi. Ici ça a bien fait office de support, de résistance pardon. Ici celui-là il a fait office de résistance. Donc voilà. Donc je voulais revenir sur ça. Je voulais parler aussi du Ekinashi. Alors qu'est-ce que c'est le Ekinashi? C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, enfin que j'ai activé sans vous dire ce que c'était, c'est ça. En fait, c'est une autre façon de voir les candles, c'est une autre façon de voir les chandeliers japonais. Et en fait, ça fonctionne au nombre de ticks.
Bon, on s'en fout un petit peu de... Alors, c'est pas qu'on s'en fout comment ça fonctionne, mais je vais vous dire pourquoi je l'utilise moi. Comment ça fonctionne, je vous laisse aller sur Wiki si ça vous intéresse. En fait, je l'utilise parce que déjà, on peut s'en servir comme signal. Donc, rappelez-vous, moi, comme signaux, j'ai 3 signaux. J'ai le RSI, j'ai le TD9 et TD13, à ma version, et j'ai les Ekinashi. Regardez ça. Quand on a une bougie verte, on connaît ça comme un signal. C'est aussi bête que ça. Hop, première bougie verte, on enfile. Vous avez vu? Première bougie verte, c'est pas trop payant, mais quand même. C'est pas le bottom, mais on y est presque. Et on enfile. Vous avez vu? Alors c'est des signaux, hein, vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur les signaux. Mais voilà, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir des tendances de façon jolie, entre guillemets. Vous voyez, c'est beaucoup plus parleur quand même, hein, parce que si je vous le mets comme ça, c'est beaucoup plus chaotique. Alors ça, pardon, ça c'est les gaps. Je vous en ai pas parlé, donc on va retourner sur les cryptos. Parce qu'il faut savoir que le marché action n'est pas ouvert, il ferme de 18h, je crois, une connerie comme ça, jusqu'à 9h, donc des fois on réouvre le matin, il suffit que Trump ait dit je balance une bombe sur l'Iran, les marchés font un bond de 8 km. Et c'est ça qu'on appelle des gaps en fait. C'est quand on ouvre le matin beaucoup plus haut, et donc il n'y a pas de mèche, parce qu'on n'a pas visité cette zone entre temps. Mais bref, et vu que c'est le crypto, c'est ouvert H24, comme le Forex. On s'en fout un petit peu, il n'y a pas de gap. Voilà. Mais, donc si je me mets en Ekinashi, vous voyez, c'est beaucoup plus révélateur. Les tendances sont beaucoup plus révélatrices. Et c'est pour ça, et moi, le TD13 et le TD9, je préfère l'utiliser avec le Ekinashi, c'est beaucoup plus parlant, je trouve. On a des meilleurs signaux de meilleure qualité. Alors pas tout le temps, hein, mais je préfère, voilà. C'est une préférence personnelle, bref, ça, c'est chacun ses goûts. Je voulais parler d'autre chose aussi, donc le sujet principal de la vidéo, qui est la gestion du risque. Alors, je vous ai parlé de break-even tout à l'heure, la dernière vidéo. Alors, qu'est-ce que c'était le break-even? Le break-even, c'est le principe de mettre son stop-loss à son prix d'entrée. Je m'explique. Imagine, j'achète maintenant là. Hop là, mauvais graphique. On va se mettre ici. Toi, pars. Hop. On rentre en position maintenant. Ok, on dit, bon, je pense que ça va monter, etc. On a fait notre analyse. On se dit, ouais, ok, c'est un bon prix. Alors, pas du tout. Hein, là, on n'achète pas là. On se dit, c'est un bon prix, tout. Je pense que ça va atteindre le prochain Fibo. Ah oui, donc c'est pour ça. Voilà, moi mon Fibo, en fait, je m'en sers beaucoup pour les TP. Pas pour analyser, ok, pas pour analyser les tendances, mais je m'en sers pour prendre mes profits. Quand je sais pas où je vais prendre profit, je me dis, bah ok, je prends le Fibo. Voilà, je prends pas celui-là, parce qu'il est pas trop révélateur, enfin surtout qu'on est là, quoi. Mais celui-là, voilà. Il faut savoir que un trader, il catch pas les bottoms, mais il reprend pas les tops. Hein. Ça, c'est impossible. D'accord. Celui qui fait ça, il est voué à perte, parce que c'est pas possible et il va perdre. Voilà. Un jour, le truc, il va se faire ça. Hop, il va dire ouais, j'attends que je vais attraper le top. On enfile. Il va perdre. Il va perdre. Voilà. Donc il faut savoir prendre ses pertes, c'est primordial. Mais ça, ce sera pour la dernière partie, la partie psychologique, quand on y reviendra. Donc, imaginons, on prend un trade, on met notre stop ici, en dessous du Fibo, et notre take profit ici. Et le cours il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend profit? Non. On a dit on prend profit ici. Ok? On prend pas avant. On prend pas avant. C'est pas dans notre stratégie, on respecte notre stratégie. Alors on peut, attention, on peut définir deux niveaux de prise de profit. On peut dire je prends profit ici, 50% et 50% ici. Mais il faut le dire avant, quand on entre en position. Il faut le définir à l'avance. D'accord? C'est très 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 important. Voilà. Donc imaginons qu'on dit voilà, il y a des probabilités qu'on aille ici, etc. Donc je fais take profit, je prends mes profits que ici là. Ça se tient, on peut faire qu'un seul TP, il n'y a pas de souci. Le cours il fait ça. Chut, il revient ici. Qu'est-ce qu'on fait? Là psychologiquement vous êtes détruit, hein, vous étiez trop content d'être en gain, ça revient ici. Qu'est-ce qu'on fait? Alors plusieurs choses, et c'est ça la gestion du risque. Et c'est ça qui fait un bon trader. C'est pas sa façon d'analyser les graphiques, parce qu'il y en a plein, c'est le principe de chacun sa stratégie, c'est comment il va gérer son risque. C'est extrêmement important, c'est la phase la plus importante de tout, d'accord? N'oubliez pas que sur les marchés financiers, le plus important c'est de ne pas perdre d'argent. C'est pas d'en gagner, c'est de ne pas en perdre. Alors c'est pas d'en gagner, c'est de ne pas en perdre, voilà. Donc le cours fait ça, et revient ici, qu'est-ce que vous faites? Moi je me mets en break-even, c'est ce que j'aime. Mais on n'est pas obligé.
On n'est pas obligé. Mais moi j'aime bien parce que je me dis, bon ben le marché est pas allé prendre mon profit, c'est pas très grave. Mais moi j'ai pas perdu d'argent. Voilà. Et c'est ce que je vous expliquais, regardez. Ici, bon, on achète, bigot, ok. On achète ici. On a une petite montée, bon là on peut payer notre stop, sachant qu'on met, moi, ici là, ce stop ça se paye pas. Mais, alors faites pas attention au carré rouge, ça c'est d'autres choses. Donc là c'est bingo, là c'est bingo. Là, ici, le marché revient pas vers nous. Et on voit qu'il dégomme vers le haut. Alors, il revient vers nous, mais il a vraiment dégommé vers le haut, donc là on prend notre stop. Je cherche pas à comprendre. On s'est trompé, c'est pas grave. Ah, ça redescend après, hein, mais tant pis. C'est comme ça. Donc on prend notre stop. On peut pas s'autoriser ce qu'on appelle les drawdowns, c'est-à-dire des pertes qui dépassent 20% du capital. Mais ça c'est la partie psychologique, on en reviendra. Alors, je vais essayer de prendre un exemple qui était pas mal. Bon là ça paye, là ça paye. Regardez ici. Alors, c'est pas idéal. On va essayer d'aller dans le travail pour voir ce que j'en cherche. Voilà, ici. Non, même pas. Même pas. Parce qu'en fait, ici, le prix n'a même pas assez monté pour pouvoir se mettre en break-even, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, si je devais être en trade sur ça, hop, le prix peut faire ça. Donc, il faudra qu'il y ait tellement stop pour que je sorte. Ok? Je vais essayer de trouver vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est dur à trouver. Là, ça peut être intéressant. Là. Imaginez vous rentrez en position ici. Ok, donc on a notre TD ici. Donc on entre en position ici. Le prix commence à bien monter. Et boum, il se fracasse la gueule. On se met en break-even, on n'a rien perdu. Ok? Regardez ici. On a le 9. On vend ici. Ça descend bien, etc. Et ça remonte. On se branque en break-even. On aura eu tort, et on n'aura pas gagné d'argent. C'est ça que je voulais dire, vous comprenez? Vous avez vu? On a eu tort. On s'est trompé. Le prix est monté. Ça n'a pas suivi le signal. Et pourtant, on n'a pas perdu d'argent. Et c'est ça qui est magique avec la gestion du risque. Vous comprenez? Voilà. Ici, imaginons, je short ici, je mets un stop ici, take profit ici. Pardon, ici. Ça vient. Alors, on va dire ici, on prend take profit, on se dit, ouais, il y a moyen que ça redescende ici pour quelconque raison, c'est le premier Fibo, etc. Alors ça, c'était le Fibo calculé par rapport à maintenant, donc il est pas valide, mais c'est le Fibo correspondant à ça. Regardez la magie. On y va au point près, au 0,5. Vous avez vu? C'est magique, hein? Bref, imaginons, on se dit, bon, je prends le TP à 0,68. Vous shortez. Hop, le prix arrive ici. Ça commence à remonter. Hors de question que vous repreniez une perte. Vous mettez un break-even. Vous êtes trompé, il est pas allé jusqu'à là où vous voulez. Le prix continue à monter. Vous avez vu, hein? Nous, on avait dit, ouais, ça va baisser. Hop, ça remonte. Vous avez eu tort, et pourtant, vous n'avez pas perdu d'argent. Voilà. Et c'est là qu'on voit un bon et un mauvais trader. Un mauvais trader, il peut avoir tout le temps de tort, il va pas perdre d'argent. Vous comprenez la différence? Donc voilà. Ça, c'est sur la partie gestion du risque. N'oubliez pas, la partie gestion du risque, c'est la plus importante. C'est extrêmement important de considérer ça comme des nuances de gris. On fait jamais all-in ou je récupère tous mes gains ici. Non, c'est généralement on met deux steps. Regardez, d'ailleurs, hop, moi dans mes lignes prédéfinies, j'ai quoi? J'ai TP1, TP max. C'est-à-dire un niveau, si le prix arrive ici, je prends un premier profit, 50%. S'il arrive ici, je prends 50% TP max. Là, je prends 100%. Vous comprenez? Voilà. C'est pareil pour les stops, hein. Vous pouvez dire, si le prix commence à venir vers le bas, ben, je revends 50% de ma position. Je revends pas tout, je lâche pas mon stop en entier. Comme ça, le prix peut très bien, imaginez, genre, il arrive ici, là, par exemple, vous avez deux stops ici, un stop ici et un stop ici, ok? Et vous êtes en long à partir d'ici, là. Voilà. Ça baisse, ah, ça devient trop soutenable, le prix vient ici, mais il y a moyen qu'il remonte et tout, bon, je sais pas quoi faire, boum, ben, j'enlève 50% de ma position. Et c'est pas très grave, et c'est super. Et comme ça, vous n'êtes pas sorti de votre position. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est très important, vraiment, de voir 50 nuances de gris quand on fait notre gestion du risque. Désolé pour le chat. Yeah. Donc, c'est à peu près tout. On va se terminer sur la dernière partie qui va venir, qui va porter sur la psychologie.
Et voilà. Allez, à tout de suite.